Pour cette deuxième vidéo, nous allons parler aujourd'hui, je vais surtout parler de l'iconisation d'Albus Dumbledore dans les bouquins et dans les films. Albus Wulfric Perceval Brian Dumbledore, c'est le sorcier le plus intelligent et le plus puissant dans la saga Harry Potter. Mais sur quoi on s'appuie pour le dire, parce qu'il suffit pas de le dire, il faut aussi le prouver dans le livre. Il y a plusieurs choses. Premièrement, dès la page 16 du premier livre, McGonagall va nous parler de la puissance de Dumbledore et de son sens moral. Si nous continuons à dire vous savez qui, nous allons finir par créer la confusion. Je ne vois aucune raison d'avoir peur de prononcer le nom de Voldemort. Je sais bien que vous n'en voyez pas, répliqua le professeur McGonagall qui semblait moitié exaspérée, moitié admirative. Mais vous êtes différent des autres. Tout le monde le sait que vous êtes le seul à avoir jamais fait peur à vous savez qui. Ou Voldemort si vous y tenez. Vous me flattez, dit Dumbledore d'une voix tranquille. Voldemort dispose de pouvoirs que je n'ai jamais eus. C'est simplement parce que vous avez trop de... disons de noblesse pour en faire usage. Et donc là, le personnage, il est posé directement. On nous dit que il est plus puissant que le Seigneur des Ténèbres, et que la seule chose qui fait que Dumbledore ne fait pas beaucoup plus de choses que Voldemort, c'est parce que son sens moral le retient. Ensuite, sur les Harry Potter de 1 à 5, Dumbledore, en fin de bouquin, donne toujours des éléments de réflexion à Harry, lui fait une morale. Dumbledore montre qu'il est très intelligent, qu'il a réfléchi sur la psychologie humaine, qu'il est philosophe. Mais ça, je ferai une vidéo dédiée sur les morales de fin, donc je vous encourage à attendre que je la fasse et ensuite aller la voir. Mais là où Dumbledore commence vraiment à être iconisé, c'est à partir du 4. Jusque-là, Dumbledore, c'était un homme très intelligent et très puissant qui vivait en temps de paix. Quelqu'un de malheureux, qui s'invente plus ou moins une façade de vieux gâteux rigolo, mais sommeillant en lui pendant tout ce temps quand même le guerrier qu'il a plus ou moins toujours été. L'homme d'action qui se réveille au moment où il arrête Barty Croughton Jr., le mange-mort qui s'est fait passer pour Maugrey Folleuil pendant la 4e année. Dans cette scène-là, Dumbledore se transforme. Harry ne l'avait jamais vu comme ça, c'est réellement le retour du guerrier. C'est plus le papier gentil, c'est le guerrier qui est de retour. Pour la première fois, Harry comprit pourquoi on disait qu'Albus Dumbledore était le seul sorcier que Voldemort eût jamais craint. L'expression de Dumbledore, le regard fixé sur la silhouette inerte de Maugrey, était plus terrifiante que tout ce que Harry aurait pu imaginer. Il n'y avait plus de sourire bienveillant sur son visage, et ses yeux ne pétillaient plus de malice derrière ses lunettes en demi-lune. Une fureur glacée animait chaque ride de son visage et une impression de puissance émanait de lui comme s'il avait été entouré d'un halo de chaleur brûlante. Il y a une filiation très claire entre Sherlock Holmes et Dumbledore que je développerai tout à l'heure, mais là pour l'instant je peux dire que Sherlock Holmes avait ça aussi. Lorsqu'il est sur une piste, lorsqu'il traque, son regard se transforme et il devient beaucoup plus animal. Et là Dumbledore dans cette scène c'est complètement ça. Là c'est complètement ça. Et quand on lit ce moment-là, on se dit nom de Dieu ce mec peut faire mal. Ce mec est puissant, il vaut mieux pas être dans sa route. Ensuite un peu plus loin dans le bouquin, Dumbledore raconte à Fudge que Voldemort est de retour et Fudge ne le croit pas. Et Dumbledore donne tous ses ordres à Fudge. Voldemort est revenu, répéta Dumbledore. Si vous acceptez ce fait tel qu'il est, et si vous prenez les mesures nécessaires, nous avons encore une chance de sauver la situation. La première décision, la plus importante, devrait être de retirer aux détraqueurs le contrôle de la prison d'Azkaban. Ridicule, s'écria Fudge. Enlevez les détraqueurs. Je serais demi de mes fonctions si je faisais une telle proposition. La plupart d'entre nous n'arrivons à bien dormir que parce que nous savons que les détraqueurs montent la garde à Azkaban. Et nous, Cornelius, nous dormons beaucoup moins bien en sachant que vous avez confié la surveillance des plus dangereux partisans de Lord Voldemort à des créatures qui se rangeront à ses côtés dès qu'il leur demandera, répliqua Dumbledore. Elles ne vous resteront pas fidèles, Fudge. Voldemort peut leur offrir beaucoup plus de possibilités que vous d'exercer leur pouvoir et de satisfaire leurs désirs. Lorsque les détraqueurs et ses anciens partisans l'auront rejoint, vous aurez bien du mal à l'empêcher de retrouver la puissance qui était la sienne il y a 13 ans. Fudge ouvrait et fermait la bouche comme si aucune parole ne pouvait répondre à pareil outrage. La deuxième mesure que vous devriez prendre, et tout de suite, poursuivit Dumbledore, ce serait d'envoyer des émissaires aux géants. Des émissaires aux géants s'écria Fudge qui avait soudain retrouvé sa langue. Qu'est-ce que c'est que cette folie? Tendez-leur la main de l'amitié dès maintenant avant qu'il ne soit trop tard, dit Dumbledore. Ou alors ce sera Voldemort qui saura les convaincre, comme il l'a déjà fait auparavant, que lui seul est en mesure de leur rendre leurs droits et leur liberté. Vous ne parlez pas sérieusement, balbutia Fudge en reculant encore d'un pas. Si la communauté des sorciers apprenait que j'ai approché les géants, tout le monde le déteste, Dumbledore. Ce serait la fin de ma carrière. Vous êtes aveuglé par l'amour de votre fonction, Cornelius, lança Dumbledore, le regard flamboyant. Il avait haussé la voix et l'aura de puissance qui émanait de lui devenait si intense qu'elle était presque palpable. Vous accordez beaucoup trop d'importance, comme vous l'avez toujours fait, à la prétendue pureté du sang. Vous refusez de reconnaître que ce qui compte, ce n'est pas la naissance, mais ce que l'on devient. Votre détraqueur a supprimé le dernier membre d'une des
plus anciennes familles de sang pur, et voyez ce que cet homme avait choisi de faire de sa vie. Je vous le dis maintenant, prenez les mesures que je vous ai suggérées, et vous laisserez le souvenir dans votre administration et ailleurs de l'un des plus courageux et des plus grands ministres de la magie qu'on ait jamais connu. Renoncez à agir, et l'histoire se souviendra de vous comme de l'homme dont la faiblesse aura donné à Lord Voldemort une deuxième chance de détruire le monde que nous avons essayé de reconstruire. Complètement fou, murmura Fudge en reculant encore d'un pas. De la démence. Il y a alors un grand silence. Madame Pomme-Fraîche était figée au pied du lit, les mains sur la bouche. Madame Weasley, toujours penchée sur Harry, le tenait par les épaules pour l'empêcher de se lever. Bill, Ron et Hermione regardaient fixement Fudge. « Si votre obstination à fermer les yeux vous mène aussi loin, Cornelius, reprit Dumbledore, nous avons atteint la croisée des chemins. Vous agirez comme vous le jugerez bon, et moi aussi j'agirai comme je le jugerai bon. » La voix de Dumbledore n'avait rien de menaçant. Elle donnait l'impression d'une simple constatation, mais Fudge se raidit comme s'il l'avait menacé de sa baguette magique. « Maintenant écoutez-moi bien, Dumbledore, dit-il en agitant un index accusateur. Je vous ai laissé la bride au cou, toujours. J'avais beaucoup de respect pour vous. Parfois je n'étais pas d'accord avec certaines de vos décisions, mais je ne disais rien. Il n'y en a pas beaucoup qui vous auraient permis d'engager un loup-garou comme professeur, ou de garder Hagrid, ou encore de fixer le programme scolaire sans en référer au ministère. Mais si vous vous opposez à moi, le seul auquel j'ai l'intention de m'opposer, l'interrompit Dumbledore, c'est Lord Voldemort. Si vous êtes contre lui, Cornelius, nous resterons du même côté. Et là, il devient réellement le chef de la résistance. Il a le ministre de la magie en face, et il lui donne carrément des ordres, il lui dit ce qu'il faut faire. Et Fudge continue à nier le retour de Voldemort, ce qui fait que celui qui aurait dû être l'opposant numéro 1 à Voldemort, c'est-à-dire le ministère de la magie, et le fait que le ministère de la magie refuse d'être l'opposant numéro 1 à Voldemort, puisqu'il refuse l'idée que Voldemort est de retour, mais ce qui se passe, c'est que Dumbledore endosse ce rôle, et il devient le chef de la résistance, le chef global de la résistance. Dans le livre suivant, c'est-à-dire l'Ordre du Phénix, le ministère refuse toujours de croire que Voldemort est revenu, et Dumbledore, pour empêcher Harry de se faire exclure, décide de porter le chapeau sur la création de l'armée de Dumbledore et dit que l'armée de Dumbledore c'était son idée pour que lui soit expulsé et pas Harry, puisque Harry est protégé s'il est à Poudlard. Et donc dans cette scène de fuite, je ferai une vidéo entière consacrée à cette scène parce qu'elle est absolument géniale. Dumbledore combat le ministre de la magie, Ombrage, un Aurore et un Aurore, mais qui est dans le camp des gentils. Percy Weasley aussi qui fait partie du truc. Pour ceux qui savent pas ce que c'est un Aurore, parce qu'on le dit très vite fait dans les films, c'est l'élite plus ou moins de la police magique. C'est eux qui sont censés traquer les mages noirs, donc les mange-morts, etc. Dumbledore les explose tous à lui tout seul. Ça suffit, ces sottises, s'exclama Fudge qui sortit sa propre baguette magique. Dawlish, Checklebot, saisissez-vous de lui. Un éclair de lumière argentée illumina la pièce. Il y eut une détonation comme un coup de feu et le sol trembla. Une main attrapa Harry par la peau du cou et le força à se coucher au moment où jaillissait un deuxième éclair d'argent. Plusieurs portraits se mirent à hurler. Fumsec lança un cri aigu et la pièce se remplit d'un nuage de poussière qui fit tousser Harry. Il vit alors une silhouette sombre s'effondrer avec fracas devant lui. Puis un hurlement aigu retentit, suivi d'un bruit sourd, et quelqu'un s'écria « Non !» Il entendit ensuite un bruit de verre, des pas précipités, un grognement, et le silence revint. Donc là, on avait senti dans le 4e livre l'éveil du guerrier, et bien là, on voit ce que vaut le guerrier, c'est-à-dire que le guerrier, il met la patate à une professeure de défense contre les forces du mal, au ministre de la magie, à un Aurore, et à un assistant du ministre de la magie, c'est-à-dire Percy. Et ce, tout seul à 114 ans. Et on a la confirmation que c'est un vrai guerrier, puisque lorsque Harry va au ministère de la magie pour tenter de sauver Sirius, qui n'était en fait qu'une vision que Voldemort avait mis dans sa tête, je ferai une vidéo dédiée sur cette scène entière aussi, parce qu'elle est vraiment excellente. Harry et une partie de l'armée de Dumbledore se font exploser contre les mange-morts. L'Ordre du Phénix arrive à la rescousse, l'Ordre du Phénix se fait exploser par les mange-morts, et là il y a Dumbledore qui arrive tout seul, et les mange-morts, ils se carapatent, ils se barrent, il y en a même qui se barrent à 4 pattes pour ne surtout pas se battre contre Dumbledore. Harry se retourna. Au-dessus de leur tête, debout dans l'embrasure de la porte qui donnait sur la salle au cerveau, se tenait Albus Dumbledore, sa baguette magique levée, le visage pâle et furieux. Harry sentit une décharge électrique traverser chaque particule de son corps. Ils étaient sauvés. Dumbledore dévala les marches, passant devant Neville et Harry qui ne songèrent plus à quitter la salle. Dumbledore était déjà arrivé au pied des gradins lorsque le mange-mort le plus proche s'aperçut de sa présence et l'annonça à grands cris. L'un des autres mange-morts prit aussitôt la fuite, grimpant les marches à 4 pattes comme un singe. Le sortilège que lui lança Dumbledore le ramena en arrière aussi facilement que s'il avait été accroché à un fil invisible. Dumbledore les rattrape et les maîtrise tous, à lui tout seul. Donc ça confirme que Dumbledore est un vrai guerrier. Et ensuite, il se passe quoi? Dumbledore se bat contre Voldemort et lui fout une branlée comme pas possible. Voldemort est obligé de fuir tellement que Dumbledore l'a défoncé. Voldemort essaye de le tuer constamment. Dumbledore essaye même pas de le tuer à Voldemort. Il essaye juste de l'attraper, etc. Et pendant qu'il se bat contre Voldemort, qu'est-ce qu'il fait Dumbledore? Il maîtrise Bellatrix Lestrange et il maîtrise Harry en le protégeant. C'est-à-dire que Dumbledore fait 3 choses à la fois. C'est comme se battre contre quelqu'un en lisant un bouquin et en regardant la télé en même temps. Et enfin, le dernier point d'iconisation, c'est que Dumbledore choisit de mourir. Il était déjà mourant, mais il choisit réellement
sa mort. C'est-à-dire que quand la mort se pointe, je suis pas sûr qu'on s'en foute de mourir. Il me semble que plus la mort est loin, et plus on s'en fout de mourir. C'est pour ça que je pense qu'on est plus trompe la mort quand on est jeune que quand on est vieux. Et Dumbledore meurt à 115 ans. À 115 ans, sachant qu'il lui reste quelques mois à vivre, je pense que tu grattes tout ce que tu peux. Et Dumbledore, c'est pas ça qu'il a fait. Il a programmé sa propre mort pour deux choses. Pour protéger l'âme de Drago, puisque dans le monde d'Harry Potter, quand on tue, l'âme se déchire. Donc pour protéger l'âme de Drago, qui pourtant a fait tous les mauvais choix possibles depuis qu'il arrive à Poudlard, qui est un merdeux, il n'y a pas d'autre mot. Drago, c'est un merdeux. Et comme je disais, Drago, c'est une copie de son père. Et Drago ne naît réellement que après la bataille de Poudlard. Après la bataille de Poudlard, là d'accord, Drago, c'est plus une copie de son père, et il grandit. Raison pour laquelle il salue Harry sur le quai de la Voie 9¾ dans le chapitre 19 ans après, dans Harry Potter 7. Donc pour sauver l'âme de ce merdeux, il programme sa propre mort. Et la deuxième raison qui fait qu'il programme sa propre mort, c'est qu'il veut faire en sorte que Voldemort tombe. Et un des gros points forts qu'a le camp du bien sur Voldemort, c'est qu'ils ont un espion infiltré qui est Rogue. Et pour protéger Rogue et qu'il ne se fasse pas démasquer, etc., il fallait quelque chose de gros. Et donc que Rogue tue Dumbledore. Ça, c'était le truc. C'est le truc qui faisait que Voldemort ne pouvait plus douter du tout que Rogue était dans le camp des Mangemorts. Ce qui fait que malgré le fait qu'il se soit fait tuer, Dumbledore reste invaincu à la fin de la saga Harry Potter. C'est le sacrifice du stratège invaincu. J'ai parlé d'une filiation tout à l'heure avec Sherlock Holmes et je vais l'expliquer maintenant. Dans les bouquins Harry Potter, il y a une grosse filiation entre Sherlock Holmes et Dumbledore. Déjà physiquement, les deux se ressemblent. Les deux sont grands et minces, et on peut même dire que Dumbledore tel qu'il est décrit dans les livres ressemble aux illustrations qui sont faites de Sherlock Holmes dans les bouquins. Ensuite, au niveau du comportement, tous les deux ils sont extrêmement courtois, en toutes circonstances, même lorsqu'ils se font insulter. Par exemple, Sherlock Holmes dans Le Ruban Moucheté, où un homme déboule dans la pièce et commence à l'insulter et lui répond très courtoisement. Lequel de vous deux est Holmes ? Demanda cette apparition. C'est mon nom, monsieur, mais cette connaissance vous confère sur moi un avantage, monsieur, dit Holmes tranquillement. Je suis le docteur Grimsby, de Stockmoran. Vraiment, docteur ? Dit Holmes d'un ton débonnaire. Je vous en prie, prenez un siège. N'en ferai rien, ma belle-fille est venue ici, je l'ai suivie. Que vous a-t-elle raconté ? Il fait un peu froid pour la saison, dit Holmes. Que vous a-t-elle raconté ? S'écria le vieux furieux. Toutefois, j'ai entendu dire que les crocus promettent, continua mon compagnon imperturbable. Ah, vous éludez la question ! S'écria notre visiteur qui fit un pas en avant en agitant son bâton. Je vous connais, canaille ! J'ai déjà entendu parler de vous. Vous êtes Holmes, le touche-à-tout. Mon ami sourit. Holmes l'officieux. Le sourire d'Holmes s'accentua. Holmes, l'homme à tout faire de Scotland Yard. Holmes cette fois riait de bon cœur, bien qu'avec retenue. Votre conversation est tout à fait intéressante, dit-il. Quand vous sortirez, fermez la porte, car il y a décidément un courant d'air. Je ne sortirai que quand j'aurai dit ce que j'ai à dire. Ne vous mêlez pas de mes affaires. Je sais que mademoiselle Stoner est venue ici. Je l'ai suivie. Je suis un homme qu'il est dangereux de rencontrer. Voyez plutôt. Il avança d'un pas, saisit le tisonnier et il le courba de ses énormes mains brunes. Tâchez de ne pas tomber entre mes griffes, grogna-t-il, et lança le tisonnier dans l'âtre. Il sortit de la pièce à grands enjambées. Voilà qui m'a tout l'air d'un très aimable personnage, dit Holmes en riant. Je ne suis pas aussi massif que lui, mais s'il était resté, je lui aurais montré que mes griffes ne sont guère plus faibles que les siennes. Tout en parlant, il ramassa le tisonnier d'acier et d'un effort brusque le redressa. Et pour Dumbledore, on pourrait citer le moment par exemple où Dumbledore parle à Rita Skeeter et Rita Skeeter l'a insulté dans un article et pourtant Dumbledore reste absolument mielleux et courtois. Comment allez-vous ? Dit-elle en se levant et en tendant à Dumbledore une de ses grandes mains masculines. J'espère que vous avez lu ce que j'ai écrit cet été sur la réunion de la Confédération internationale des mages et sorciers. Merveilleusement, Phil, répondit Dumbledore, le regard pétillant. J'ai particulièrement apprécié la formule que vous avez employée à mon sujet. Un vieil ahuri d'un autre âge. Rita Skeeter ne sembla pas gêner le moins du monde. Je voulais simplement attirer l'attention sur le fait que certaines de vos idées sont complètement dépassées, Dumbledore, et que le sorcier de la rue... Je serais ravi de connaître le raisonnement qui se cache derrière l'insulte, l'interrompit Dumbledore en s'inclinant galamment, un large sourire aux lèvres. Mais je crains que nous ne devions remettre cette conversation à plus tard. L'examen des baguettes est sur le point de commencer, il ne pourra pas se dérouler normalement si l'un de nos champions est caché dans un placard à balai. Comme je disais tout à l'heure, Dumbledore et Sherlock Holmes se transforment lorsqu'ils sont en chasse, ou lorsqu'il faut se battre. Par exemple, pour Dumbledore, on a l'extrait dans la Coupe de Feu, et pour Sherlock Holmes, on nous l'explique dans l'histoire Le mystère du Val-Boscombe. Quand il était lancé sur une piste comme celle-ci, Sherlock Holmes était transformé. Ceux qui n'ont connu que le raisonneur, le logicien tranquille de Baker Street, n'auraient jamais pu le reconnaître. Son visage tantôt s'enflammait, tantôt s'assombrissait. Son front se plissait de 2 rides dures et profondes, au-dessous desquelles ses yeux brillaient avec l'éclat de l'acier. Il penchait la tête, ses épaules se courbaient, ses lèvres se pinçaient et les muscles de son cou puissant saillaient comme des cordes.
Ensuite, ces deux personnages sont des personnages extrêmement puissants au niveau intellectuel et au niveau physique. Au niveau intellectuel, Dumbledore sait tout ou il finit par tout comprendre. Il a toujours une longueur d'avance sur les autres et il a même une longueur d'avance à la fin du set sur le lecteur. Dumbledore a su que Harry devait aller se sacrifier de lui-même pour qu'il ne tue que sa propre partie d'âme, l'âme de Voldemort qui s'est mise à Harry, et ne tue pas Harry. C'est inexplicable, on ne l'explique pas, mais Dumbledore l'avait compris. C'est Dumbledore qui a trouvé que Voldemort avait fait des Horcruxes, qui a compris la mécanique d'esprit de Voldemort qui fait que du coup il a pu trouver les Horcruxes. Du coup, Dumbledore l'a enseigné à Harry de manière dialectique et pas du tout didactique. Il aurait pu très bien lui dire, bon, Voldemort il a fait des Horcruxes et je pense que c'est la coupe de Poufsouffle, diadème de Serre d'Aigle, médaillon de Serpentard et machin. Non, c'est pas ça qu'il a fait. Il lui a fait comprendre la mécanique d'esprit de Voldemort. Et du coup, lorsque Dumbledore est mort, Harry a pu continuer parce qu'il avait compris la mécanique d'esprit de Voldemort. Et donc il a pu continuer à chercher les Horcruxes et savoir à peu près vers quoi se diriger. Et au final, il les a tous trouvés, il les a tous détruits. Et c'est aussi Dumbledore qui avait compris, au contraire de Voldemort, la protection que Lily avait laissée à son fils en se sacrifiant pour lui. Et qui a compris que Harry devait aller chez Pétunia Dursley parce qu'elle avait le même sang, etc. Il est le seul à comprendre tout ça. Et ensuite, pour illustrer ça, il y avait une citation de J.K. Rowling qui avait dit dans une interview, if you need to tell your readers something, just you put it in. There are only two characters you can put it convincingly into their dialogue, and one is Hermione, the other is Dumbledore. Yeah, because in both cases, you accept it's plausible that they have. Well, Dumbledore knows pretty much everything anyway, but that Hermione has read it somewhere, so she's handy. Pour la puissance intellectuelle de Sherlock Holmes, c'est même pas la peine que j'explique, c'est la base de Sherlock Holmes, sa puissance intellectuelle. Et au niveau physique, tous les deux, c'est de redoutables combattants. Dumbledore, je le répète, il explose n'importe qui soit 15 face à lui, qui sont 4 face à lui, qui se battent contre Voldemort et qui fassent deux trucs en même temps, il défonce n'importe qui, c'est vraiment le plus puissant. Et Sherlock Holmes, c'est la même chose. Sherlock Holmes n'a jamais eu à se battre dans un livre et à perdre. Il s'est battu, il a chaque fois gagné, et Watson, dans ses écrits, fait souvent état que Sherlock Holmes, bien qu'il soit mince, est un redoutable adversaire. On peut le voir dans Une étude en rouge, dans La face jaune, ou encore dans Le ruban moucheté. Sherlock Holmes, ses limites. Connaissance en littérature, néant. Connaissance en philosophie, néant. Connaissance en astronomie, néant. Connaissance en politique, faible. Connaissance en botanique, médiocre. Connaît bien la belladone, l'opium et les poisons en général. Ignore tout du jardinage. Connaissance en géologie, pratique mais limitée. Dit au premier coup d'œil les différentes espèces de sol. Après certaines promenades, a montré des taches sur son pantalon et m'a dit, en raison de leur couleur et de leur consistance, de quelle partie de Londres elles provenaient. Connaissance en chimie, très fort. Connaissance en anatomie, précis mais sans système. Connaissance en littérature passionnelle, immense. Il semble connaître tous les détails de toutes les horreurs commises pendant ce siècle. Joue bien du violon, est un maître à la canne, à la boxe et à l'épée. Bonne connaissance pratique de la loi anglaise. Sherlock Holmes était un homme qui prenait rarement de l'exercice pour l'exercice même. Peu de gens étaient capables d'un plus grand effort musculaire. À son poids, c'était incontestablement un des meilleurs boxeurs que j'ai jamais connu. Mais il considérait l'exercice physique sans objet comme un gaspillage d'énergie. Aussi ne se déplaçait-il et ne s'agitait-il que rarement. Sauf si cela servait ses desseins professionnels. Un autre point qui les lie, c'est que tous les deux sont consultants. C'est-à-dire que Sherlock Holmes est un détective que Scotland Yard consulte tout le temps, à chaque fois qu'ils sont bloqués, parce que Sherlock Holmes est au-dessus de Scotland Yard intellectuellement. Et de la même manière, dans l'école des sorciers, on apprend de la bouche de Hagrid. Bien sûr, il voulait nommer Dumbledore ministre, mais il ne quitterait Poudlard pour rien au monde. Et c'est ce vieux gratteux de Cornelius Fudge qui a hérité du poste. Un vrai gaffeur, celui-là. Chaque matin, il envoie un hibou à Dumbledore pour lui demander conseil. Les deux sont consultants auprès d'un organisme officiel qui normalement est censé être au-dessus d'eux. Et ensuite, avant-dernier point, c'est que tous les deux sont des hommes très secrets. Alors Sherlock Holmes, pas spécialement parce qu'il a des choses à cacher, mais c'est juste qu'il s'étale pas sur sa vie, etc. Et on peut le voir par exemple dans l'interprète grec, où Watson apprend que Sherlock avait un frère, alors qu'il n'y avait jamais dit, alors qu'ils sont assez intimes depuis très longtemps. Et pour Dumbledore, c'est dans tout le set que finalement Harry s'aperçoit qu'il ne connaissait rien de la vie de Dumbledore. Et qu'il en arrive même à douter sur qui était Dumbledore, et qu'il était peut-être pas aussi bien qu'on l'imaginait. Au final, il est aussi bien qu'on l'imaginait, il n'y a pas à dire. C'est pas parce qu'il a eu un mauvais départ dans la vie que ce qu'il est devenu ensuite était mauvais. Dumbledore, c'est Dieu, plus ou moins. Non, je le dis vite, mais c'est un vrai personnage. Et ensuite, le dernier truc de la filiation entre Dumbledore et Sherlock Holmes, je sais pas si c'est voulu ou pas, en tout cas, c'est leur mort. C'est-à-dire que les deux meurent en faisant une chute. Alors on va me dire, Sherlock Holmes, il est pas vraiment mort dans cette chute-là, mais à ce moment-là, Conan Doyle l'avait tué. C'est juste qu'il a ressuscité après, il a écrit par-dessus son histoire le problème final. Bref.
Bref, l'important est que Sherlock Holmes meurt en tombant dans les chutes de Reichenbach pour emporter avec lui Moriarty. Dumbledore meurt et tombe de la tour d'astronomie dans un sacrifice stratégique pour entraîner avec lui Voldemort. Et ça a fonctionné après puisque Voldemort s'est fait détruire grâce à tout ce que Dumbledore avait mis en place pour le détruire, même post-mortem. Dumbledore avait programmé sa mort et Sherlock Holmes l'avait accepté, il le dit clairement. Dans un entretien que Moriarty et Sherlock Holmes ont, Moriarty lui dit « Si vous essayez de me nuire, de me tuer, vous mourrez aussi ». Ce à quoi Sherlock Holmes répond « Monsieur Moriarty, répondis-je, vous m'avez dit des choses extrêmement flatteuses. Je pense vous faire un compliment à mon tour en vous disant que si j'étais sûr de vous détruire, j'accepterais volontiers, me sacrifiant pour la communauté, d'être détruit moi aussi. » La réplique qui est reprise dans Jeu d'ombre et que j'adore avec la voix du doubleur de Robert Downey Jr. Soyez assurés que si vous faites la moindre tentative pour m'abattre, je saurai vous rendre l'appareil. Mon respect pour vous, monsieur Holmes, explique à lui seul que vous soyez encore en vie. Vous m'avez fait un compliment. Laissez-moi vous en retourner un, en disant que si j'étais assuré de la première éventualité, je me ferais un plaisir d'accepter la seconde. Et ensuite, dans cette mort, c'est que Dumbledore meurt en tombant de la tour d'astronomie, astronomie qui est une des lacunes intellectuelles de Sherlock Holmes de manière volontaire, puisque Sherlock Holmes refuse d'apprendre quoi que ce soit qui ne lui serve pas à attraper des bandits et à mener l'enquête. Et donc maintenant on va passer au film. Alors, la phrase du professeur McGonagall dans le premier film a été supprimée. Donc à ce stade-là, on ne sait pas que la morale de Dumbledore le réfrène. Ensuite, la moitié des morales qui sont données par Dumbledore dans les livres ne sont pas dans les films. C'est-à-dire que celle du 1 a été supprimée, celle du 2 a été gardée, dans le 3 il n'y en a qu'une sur 2, dans le 4 elle a été supprimée, et dans le 5 aussi. Donc au final il reste 2 morales sur 6, ce qui nous fait apparaître Dumbledore comme quelqu'un de bien moins philosophe et intelligent que dans les bouquins. Ensuite, pour la scène d'arrestation de Dumbledore qui arrête Barty Croughton Jr. déguisé en Maugré dans le 4, là où justement il doit y avoir l'éveil du guerrier, à ce moment-là, il n'y a pas un seul plan sur le regard de Dumbledore qui pourtant est décrit dans le bouquin et qui fait la filiation avec Sherlock Holmes. Et j'ai oublié de dire pendant l'enregistrement que la scène de l'échange entre Dumbledore et Fudge, Dumbledore devient le chef de la résistance, a été tout simplement supprimée dans le film. Du coup, cette scène qui sert de pivot entre les 4 premiers et les 3 derniers livres, entre les temps de paix et le temps de guerre, avec Dumbledore qui devient chef de la résistance, eh bien on n'a pas ça, et du coup on quitte le 4e film avec un monde dans lequel Voldemort est revenu, et puis voilà, et on s'aperçoit dans le 5 finalement que les gens ne le croient pas, etc. Du coup on ne peut pas comprendre pourquoi Fudge, qui était toujours bien avec Dumbledore, d'un coup se met à le détester et à vouloir l'arrêter. On ne comprend pas non plus pourquoi Fudge, qui a toujours bien aimé Harry, s'en prend à lui. Donc on a une perte d'iconisation, et à côté de ça aussi, on a une perte de cohérence dans l'histoire. Et cette scène qui devait servir de pivot n'a pas été remplacée par une autre scène pivot, ni au niveau symbolique, ni au niveau de l'histoire. Ensuite, on passe au symbole suivant, dans l'ordre du Phénix. Lorsqu'il fuit Poudlard, il fuit avec fume sec, comme dans le bouquin, sauf que il ne se bat pas contre Dawlish, Cornelius Fudge, Ombrage et Percy. Il ne le fait pas, ce qui fait qu'il n'a pas ce fait d'armes. On pourrait quand même se dire, oui, mais quand même, il se sacrifie pour Harry, donc ça c'est bon. Dans le bouquin, Fudge n'a aucune preuve et ne peut pas accuser Harry, si Dumbledore s'accuse lui-même. Tandis que dans le film, ils ont des preuves, vu qu'ils ont donné du Veritaserum à Cho Chang et que Cho Chang a avoué sous Veritaserum. Rien que son témoignage suffit à faire tomber Harry Potter aussi. Dumbledore prend la charge sur lui, mais il reste toujours la charge sur Harry. Donc techniquement, Dumbledore fuit, mais Harry devrait quand même être viré. Autrement dit, le sacrifice de Dumbledore dans le 5 ne sert à rien dans les films. Puis arrive la scène de Dumbledore qui débarque au ministère de la Magie, et là, à la place de débarquer contre les Mange-Morts et de les battre, eh ben il n'a pas à les battre vu qu'il arrive directement face à Voldemort. Il se bat contre Voldemort, combat qu'il perd. Ce qui fait que dans Harry Potter 6, quand Dumbledore meurt, il a passé toute la saga sans gagner un seul combat. Il s'est battu une seule fois, c'était contre Voldemort, et il a
perdu. Et pour finir, ce sacrifice du stratège invaincu devient un sacrifice d'un demi-stratège vaincu, puisqu'il ne se sacrifie qu'à moitié, puisqu'il y a toujours vite fait dans Harry Potter 7, les films, le côté il faut que ce soit vous qui me tuez pour que Voldemort vous fasse pleinement confiance quand il parle à Rogue, mais le truc c'est que il se sacrifie plus pour Drago, il n'est plus ce maître de la morale, ce philosophe qui fait qu'il va se sacrifier pour sauver l'âme de Drago. Et ensuite dans le bouquin, la mort de Dumbledore, et je ferai une vidéo entièrement sur cette scène, Dumbledore est fatigué, il est mourant, il tente de vivre, il veut vivre. Bien qu'il ait prévu sa mort, ça n'aurait pas dû arriver à ce moment-là. La dernière image que Harry garde de Dumbledore, c'est une image qui est pathétique. Et Dumbledore, dans son état de faiblesse, etc., fait quand même face à la mort et demande de manière cryptée à Rogue de le faire maintenant, c'est-à-dire de le tuer. Dans le film, il est en parfaite santé, il est là, il est cool, il se laisse désarmer par Drago. Ok, on dirait qu'il l'a voulu, alors que techniquement, il savait pas que les mange-morts allaient arriver. Et quand il demande à Rogue de le tuer, Severus. Please. Avada Kedavra. c'est limite s'il fait pas un petit sourire, un petit clin d'œil, il dit hey, hein, professeur Rogue, please. C'est fait par-dessus la jambe, il n'y a plus de tragique. Enfin bref, dans les bouquins du coup, Dumbledore est affilié à Sherlock Holmes. Et donc c'est un homme dont la puissance est contrôlée par sa morale et non pas par son manque de puissance. Qui est très intelligent et donc philosophe. Qui transmet sa philosophie dans chaque bouquin à Harry pour le faire grandir. Qui s'est battu 3 fois dans la saga et qui a gagné 3 fois. Et qui est mort en affrontant la mort comme personne n'aurait voulu l'affronter dans un moment de pathétisme pas possible. Dans les films, on nous dit que Dumbledore est le plus grand sorcier du monde. Albus Dumbledore est le plus grand sorcier du monde. Il se bat une fois et il perd une fois. 100% du temps où il se bat, il perd. Et sa mort, il la prend par-dessus la jambe. Ce qui fait que dans les bouquins, c'est un vrai personnage iconisé et que dans les films, c'est le syndrome Maître Yoda, c'est-à-dire qu'on n'arrête pas de nous répéter que Maître Yoda, c'est le plus puissant. Waouh, Anakin Skywalker a un taux de midi-chlorien supérieur à celui de Maître Yoda. Mais c'est fou ça, Maître Yoda c'est quand même la référence de la puissance absolue. Yoda, chaque fois qu'il se bat dans Star Wars, il perd. Donc au final, j'ai du mal à me dire que Yoda c'est le plus puissant des Jedi et que c'est la référence ultime. Il perd à chaque fois. Et là c'est pareil dans les films Harry Potter. Et une dernière chose qui est importante pour l'iconisation de Dumbledore, c'est qu'il est très intelligent, très philosophe, très puissant, mais surtout qu'il est vieux. Quand il meurt, il a 115 ans. Il devient ou redevient chef de la résistance à 113 ans. Quand il se bat contre Voldemort, qui à ce moment-là, lui, est immortel, il a 114 ans. Puissant comme il est, personne ne lui cherche des noix. C'est même dit dans Harry Potter 6, lorsque Dumbledore va chercher Harry chez les Dursley, ils sortent de chez lui. Il y a Harry qui se dit que peut-être qu'il devrait sortir sa baguette, et il y a Dumbledore qui dit « Je pense pas qu'on sera attaqué ce soir, Harry ». Et il dit « Bon, pourquoi ?» Et il lui dit « Parce que t'es avec moi ». Tout simplement, mec. Donc personne ne va l'embêter. À cet âge-là, ce qu'il peut faire, c'est qu'il peut se barrer très loin. Il se barre aux Bahamas et il fait sa retraite. À 115 ans, ça fait quasiment une vie qu'il devrait être à la retraite et profiter. Sauf qu'il ne le fait pas. Il reste là parce qu'il estime qu'il a une responsabilité vis-à-vis des enfants. J'expliquerai ça dans une vidéo qui sera dédiée, Dumbledore et les enfants. Et qu'il se sent le devoir moral de s'élever comme un rempart face à Voldemort et de ne pas aller faire sa retraite dans son coin. Dans le livre, il est bien dit qu'il est vieux et qu'il est très marqué. Dumbledore se tenait debout devant la pancine qui projetait sur son visage ses reflets argentés. Jamais il n'avait semblé aussi vieux. Et dans les films, c'est respecté, dans le 1 et le 2, avec Richard Harris. Le problème, c'est que à partir du 3, on met Michael Gambon à la place, et que lui, il s'est dit « Ouais, super, j'ai vu le Seigneur des Anneaux et je vais faire Gandalf le Gris, ouais, génial !» Et il a pas lu les livres, dit-il, pour ne pas que ça l'influence. Sauf que c'est une adaptation d'un bouquin, peut-être qu'il faudrait être influencé justement par le bouquin. Je pense plutôt qu'il avait pas envie de se taper les bouquins et c'est tout, quoi. Et il ne fait pas vieux, il ne fait pas extrêmement vieux, il ne fait pas marqué. On se dit pas, ce mec-là, ouais, il a 115 ans. On se dit, oui, bah, c'est un mec qui a 60 ans et qui avait une mauvaise hygiène de vie, c'est tout. Son âge, normalement, est là pour contraster avec sa puissance. On doit le voir et se dire, ce mec-là, si je le pousse, il tombe par terre et il se brise. Et en fait, non, ce mec-là, c'est le mec le plus puissant de tous les sorciers dans le monde d'Harry Potter. Donc en conclusion, pour ce qui est des livres, on sait dès les premières pages que c'est la morale qui réfrène la puissance de Dumbledore et que Dumbledore n'est pas au max de sa puissance. Et que c'est d'ailleurs une chance qu'il soit du côté du bien et pas du côté du mal, parce que sinon il serait un ennemi encore pire que Voldemort. Qui nous ramène encore une fois à Sherlock Holmes, où dans une nouvelle, Watson dit tout simplement à Sherlock Holmes que heureusement que vous êtes du côté du bien, parce que sinon vous auriez été un splendide criminel. Ensuite, Dumbledore est un personnage très intelligent, qui a toujours une longueur d'avance sur les autres, il est philosophe, il transmet à Harry des leçons de vie,
vie, il comprend très bien tous les autres personnages. À partir du 4e livre, le guerrier s'éveille, il y a une part de lui-même qu'on ne voyait pas et qui d'un coup émerge, c'est le combattant. Dans une scène de confrontation avec Fudge, il devient quasi officiellement le chef de la résistance et organise à lui tout seul la résistance à Voldemort contre les institutions. Dans le 5e livre, il prouve par 3 fois son talent au combat, en se battant d'abord contre un petit groupe de personnes, puis un grand groupe de personnes, puis contre Lord Voldemort, et il gagne tous ses combats. Enfin, il meurt dans un double sacrifice pour sauver à la fois l'âme de Drago et le monde des sorciers. Il meurt en ayant programmé sa propre mort, de manière à entraîner dans sa chute Lord Voldemort, et ensuite il meurt invaincu. Et pour terminer sur les livres, il est très vieux. Il est philosophe, intelligent et psychologue parce qu'il est vieux, parce que son départ dans la vie n'était pas du tout celui-là. Il était beaucoup plus égoïste quand il était jeune, il n'était pas du tout plein de compassion envers les moldus. Ça, c'est arrivé plus tard grâce à son vécu, c'est lié à son âge. Sa maîtrise de la magie est aussi liée à son âge, et le fait qu'il prenne ses responsabilités et devienne le chef de la résistance est aussi lié à son âge. Bref, tout dans Dumbledore est fonction de son âge. Et maintenant, que reste-t-il dans les films? La phrase selon laquelle la morale de Dumbledore réfrène sa puissance a été tout bonnement supprimé. Ensuite, par rapport à son intelligence, sa philosophie, sa psychologie, seules 2 des 6 morales de fin sont gardées. Dumbledore n'est pas spécialement intelligent, il n'accomplit rien dans les films. On peut même voir dans le 6e film que lorsque Dumbledore apprend que Voldemort a fait des Horcruxes, il est étonné et dit que c'est la pire chose qu'il aurait pu imaginer, alors que normalement, il est censé enquêter depuis un moment pour trouver justement ces Horcruxes. Dans les bouquins, il comprend très tôt que Voldemort a fait les Horcruxes, alors que dans les films, il l'apprend au moment où il entend le souvenir. Or, je rappelle que Dumbledore s'est cramé la main justement en passant un Horcrux de Voldemort à son doigt après avoir fait des recherches et après l'avoir trouvé. Donc dans le film, ça n'a juste pas de sens, son intelligence n'est vraiment pas mise en avant. Ensuite, l'éveil du guerrier. Effectivement, on a la scène de Dumbledore qui arrête Barty Croughton Jr., mais Dumbledore n'est pas du tout mis en avant et on ne ressent absolument pas l'éveil du guerrier, cette facette du personnage qu'on ne soupçonnait pas et qu'on prend d'un coup en pleine face. Ensuite, le chef de la résistance, la scène a été supprimée et a été remplacée par rien. Le maître au combat, dans les films, c'est pas du tout un maître au combat étant donné qu'il ne se bat qu'une fois et qu'il perd. Il meurt effectivement, il se sacrifie pour la communauté des sorciers et plus pour Drago, donc c'est un semi-bon point. Il reste toujours stratège puisqu'il organise sa propre mort, et par contre il est vaincu puisqu'il s'est battu une fois, qu'il a perdu une fois. Et enfin, on dit dans le film que Dumbledore n'est pas si vieux que ça. Harry va jusqu'à dire... On entend beaucoup dire ces temps-ci que... Dumbledore est trop vieux. C'est débile, il n'a que... Il a quel âge? 150 ans? Plus ou moins quelques années. Mais c'est quand même là, Harry dit qu'il n'est pas très vieux, autrement dit on ne le ressent pas comme quelqu'un de très vieux, donc on n'a pas ce point là non plus, et du coup quand on regarde il reste pas énormément de choses. Le personnage pour moi a été bâclé. C'est mon personnage préféré, il a été massacré dans les films, tant pis. Lisez les bouquins et à plus.